3 dates fondamentales majeures pour forger la décision de la Fed du mercredi 18 septembre prochain. Que faut-il pour éviter un décrochage d'ici le 18 septembre du marché action et du marché obligataire? Et naturellement, je vous fais le point technique habituel des actions et des obligations américaines et européennes. Chers amis, bienvenue. Nouvelle édition du Top Gun. Je suis ravi de vous retrouver. D'ici le 18 septembre, le marché fait son pari. La haute finance, en termes de probabilité, est convaincue que la Fed va pivoter. C'est l'événement monétaire principal de fin d'année, de rentrée de fin d'année, va rejoindre les autres banques centrales occidentales, comme par exemple la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale du Canada, et j'en passe, qui ont déjà pivoté. Reste la Fed. Le marché table sur le 18 septembre. D'ici là, et Jérôme Powell l'a rappelé lors du symposium économique de Jackson Hole la semaine dernière, il l'a rappelé, la Fed reste data dependent. Naturellement, il reste d'ici le 18 septembre 3 dates majeures, 3 chiffres. Alors, tous les jours voit son lot de statistiques globales macro. Très bien. Et je vous accompagne en faisant le suivi. Mais en réalité, seuls 3 chiffres vont compter d'ici le 18 septembre. Vous avez le vendredi 30 août, la dernière mise à jour de l'inflation PCE avant la décision de politique monétaire du 18 septembre. Vous avez le vendredi 6 septembre, le rapport NFP. Et vous avez le mercredi 11 septembre, du coup ça fait vendredi 13. Bon. Mercredi 11 septembre, la dernière mise à jour de l'inflation CPI, avant donc mercredi 18 septembre, la décision de la Fed. La Réserve fédérale de Jérôme Powell va intégrer ces 3 chiffres pour forger sa décision. En réalité, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui peut, posons les choses plus simplement. Qu'est-ce qui peut mettre en danger le rebond des obligations, qui est vraiment costaud ces dernières semaines? Et ça, je suis très content, j'espère que vous en profitez. J'avais vraiment défendu ce scénario. Et je pense, vous le savez, que le potentiel est encore énorme, moyen-long terme, peu importe le court terme. Et que faut-il penser? Qu'est-ce qui peut menacer la reprise aussi du marché action? Alors, qui peut temporiser à court terme, c'est certain, mais qui semble être reparti. Et les prévisionnistes global macro annoncent déjà des objectifs autour des 6000 points pour le S&P 500 d'ici la fin d'année. Je ne parle pas de la séance du jour ni de la semaine. Alors si, ça j'en parle dans le point technique, c'est plus loin dans la vidéo. N'oubliez pas, tout est chapitré. Au passage, j'espère que le nouveau setup vous plaît, que la nouvelle qualité sonore vous plaît, que la nouvelle caméra vous plaît aussi. J'ai réglé la balance des blancs. Enfin voilà, moi je fais ça pour que cela vous soit agréable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Alors, 3 dates fondamentales. En fait, la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, qui peut-être la rendra intéressante, est de savoir de quoi avons-nous besoin pour éviter un retour de ce qu'on avait connu début août, d'un choc de volatilité sur le marché action, d'un vrai drop, et aussi d'un renversement baissier des obligations. Que faut-il pour éviter ce scénario? Qu'est-ce qui menace en fait les actions et les obligations? Première menace que j'identifie, la géopolitique. Alors ça, nous ne maîtrisons pas cet aspect-là. Ça peut péter ou pas à tout moment, cesser le feu, pas cesser le feu, mesure de rétorsion, pas mesure, vengeance, pas vengeance. Bon. Vous savez, comme je dis souvent, un graphique, une belle analyse fondamentale, face à un missile, c'est le missile qui gagne. Très bien. Donc ça, nous l'avons en tête. Il s'agit à ce moment-là de quelque chose. Alors ce n'est pas un signe noir. Rappelez-vous, le signe noir, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on ne peut pas lister. Là, le fait géopolitique, nous l'avons listé. Donc je le traduirais plutôt comme une épée de Damoclès. Vous savez, elle est suspendue au-dessus de notre tête par un petit fil très fin. Et vous coupez le fil, boum, et moi, si l'épée tombe, elle me transpercerait le crâne. C'est ça le principe. Ça, je vous l'accorde. Nous ne le maîtrisons pas. Et mes 3 dates fondamentales ne pèseront pas bien lourd face à ça. Mais je le mets de côté, nous l'avons en tête, mais je raisonne dans cette vidéo sur l'aspect global macro fondamental. Je mets de côté le fait géopolitique. Mais je l'ai en tête, d'accord? Bon. Alors, première chose traditionnelle qui pourrait menacer les actions et les obligations, le non-pivot. Oui, ça, il n'y a pas de pivot, c'est chaud.
Si la Fed ne pivote pas en septembre, et qu'éventuellement elle le fait le 7 novembre prochain, c'est quand même tendu parce qu'il y a eu énormément d'attentes sur le 18 septembre. Là, le marché va corriger. Bon. Ensuite, imaginons que la Fed pivote le 18 septembre. Très bien, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Et en plus, elle nous annonce d'autres baisses de taux. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, vous savez, il reste encore 3 décisions de politique monétaire. Une en septembre, une en novembre, une en décembre. Très bien. Ok, mais ne vous réjouissez pas, ne nous réjouissons pas trop vite. Car, n'oubliez pas, l'autre facteur qui importe, la raison du pivot de la Fed. En clair, les risques de drop pour le marché action et le marché obligataire sont bien sûr le fait géopolitique, le non-pivot, ou, dernier risque, le pivot pour la mauvaise raison. Ces mauvaises ou bonnes raisons se trouvent dans ces 3 dates fondamentales à suivre. Vous avez 2 mises à jour de l'inflation, une mise à jour de l'emploi. Et donc moi je vais vous montrer tous mes indicateurs avancés. Alors je vais pas vous faire toute la série, mais une sélection d'indicateurs avancés qui me permettent, encore une fois, d'être très optimiste pour l'inflation. Ça c'est une bonne chose. Maintenant l'aspect récession, l'aspect marché du travail, c'est vraiment le rapport NFP du 6 septembre qui va compter. Et bien sûr, intellectuel. Mais bon, ça c'est l'objectif quand même. Faut travailler dans la vie. Ok, bon. Alors, la décision de politique monétaire de la Fed du mercredi 18 septembre sera l'événement fondamental majeur de la rentrée. Car il pourrait être le point de départ du pivot de la Fed. Si ce choix monétaire a lieu, alors de grandes tendances boursières vont se dessiner ces prochains mois. Examinons ensemble, oh là, je vais trop vite. Examinons ensemble les 3 dates cruciales qu'il reste avant le 18 septembre et qui vont décider du choix de la Fed. Et par rapport à ces 3 dates, pouvons-nous déjà faire de l'anticipation ? La réponse est oui, je peux vous faire de l'anticipation. Pour au moins, 2 des 3, 2,5 des 3. Regardons ça ensemble. 3 dates fondamentales qui vont décider le choix de la Fed du 18 septembre prochain. Alors, le vendredi 30 août à 14h30, mise à jour de l'indice des prix PCE. L'indice des prix, l'inflation US PCE. Je vous rappelle que le PCE est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Vendredi 6 septembre, mise à jour du rapport NFP américain. Il s'agit donc du rapport mensuel sur le marché du travail aux États-Unis. Et qui est d'autant plus important à suivre que lors de la mise à jour du dernier rapport NFP, vous avez ici à droite la mise à jour, enfin une des statistiques, parce que dans le rapport NFP, vous avez toute une série de statistiques qui concernent le marché du travail aux États-Unis, mais en particulier une qui est très suivie, c'est l'évolution du taux de chômage. Effectivement, l'envolée du taux de chômage qui atteint 4,3% de la population active. Il est naturellement impératif. Il est naturellement impératif que lors de la mise à jour, la prochaine mise à jour du vendredi 6 septembre, le taux de chômage ne progresse pas davantage. Lorsque l'on met en avant les risques potentiels pour le marché action et le marché obligataire, il y a un cran de plus, un taux de chômage à 4,4, ça sera compliqué. Parce que cela veut dire que la Fed va pivoter. Alors, peut-être pas uniquement pour la mauvaise raison, mais en tout cas la probabilité qu'il s'agisse de la mauvaise raison, la hausse du chômage, et non la bonne raison, la désinflation, cette probabilité augmentera. Et là, forcément, il y aura un retracement des actions. Les obligations, non, parce que les obligations sont une classe d'actifs ayant un aspect refuge dans le cas d'une augmentation de la probabilité d'une récession. Il faut donc bien distinguer les 2 classes d'actifs. C'est pour ça que je vais en faire un suivi technique tout à l'heure qui est différent. Troisième date qui va compter, le mercredi 11 septembre à 14h30, ce sera donc le dernier chiffre vraiment important avant la décision de politique monétaire de la Fed. Le mercredi 11 septembre à 14h30, la mise à jour de l'inflation CPI. La mise à jour de l'inflation CPI. Donc je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous pouvez donc noter que le mercredi 18 septembre, la Fed dévoile donc une décision de politique monétaire avec un petit astérix, c'est-à-dire qu'il y aura aussi la mise à jour des projections macroéconomiques. Ce rendez-vous du 18 septembre a donc a une bonne probabilité de voir la Fed faire quelque chose, en particulier pivoter, ne serait-ce qu'une seule baisse de taux, parce qu'elle aura aussi la possibilité d'argumenter à travers la mise à jour de ses projections macroéconomiques. Au stade actuel, le marché estime toujours probable, plus de 60% de probabilité, que ce soit cette réunion du 18 septembre,
que la Fed ait choisi pour enclencher sa première baisse de taux. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer, et c'est ce dont nous allons parler maintenant en détail. Donc ces 3 dates, alors lors du symposium économique de Jackson Hole la semaine dernière, Jérôme Powell de la Fed a rappelé l'importance des toutes prochaines statistiques américaines en vue de la décision de politique monétaire du 18 septembre. Plus que jamais, la Fed souhaite éviter l'erreur qu'elle avait commise au mois de décembre dernier en se montrant trop optimiste quant à la désinflation sans récession économique. Alors que les autres banques centrales occidentales majeures ont déjà pivoté, le pivot de la Fed est l'événement monétaire principal de rentrée et de fin d'année pour la haute finance. Hormis le risque géopolitique, cette fameuse épée de Damoclès, le non-pivot de la Fed ou le pivot pour la mauvaise raison sont les 2 facteurs qui peuvent venir briser, je dis bien briser, le rebond du marché action. La haute finance estime très probable que la Fed pivote ce 18 septembre et envisage même 3 baisses de taux d'ici Noël. Alors maintenant, est-ce crédible? Par rapport à ces 3 dates, moi je vais vous dire, sur l'inflation PCE du 30 août et l'inflation CPI du 11 septembre, surtout l'inflation CPI du 11 septembre, parce qu'elle concerne les chiffres du mois d'août, et vraiment tous mes indicateurs temps réel d'inflation me montrent qu'en août, l'inflation s'effondre, je suis très optimiste. Donc je suis optimiste pour le PCE du 30 août, très très optimiste pour le CPI du 11 septembre, incertain à optimiste à nuancer pour le NFP du 6 septembre. Parce que, alors, j'argumente, c'est parti. Alors déjà, l'inflation, vous savez, quand on étudie l'inflation, moi je fais ça avec précision, et j'étudie notamment les composantes de l'inflation. Alors je vous ai rassemblé ici quelque chose que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui sont le poids de chaque composante dans le CPI et le PCE, pour croire en une poursuite de la désinflation sous-jacente, donc selon le CPI, nous avons besoin de la poursuite de la désinflation immobilière. Sur ce sujet, effectivement, nous pouvons être très optimistes. Alors, là, vous avez l'inflation CPI qui prend la direction du sud, c'est très bien. Par contre, effectivement, on voit que la composante immobilier est encore très haute et est encore à 5,1. C'est énorme, mais tous les indicateurs temps réel d'inflation, et je vous montre ici sur ce site macro-micro qui permet de comparer l'inflation immobilière officielle du PCE et du CPI avec des mesures temps réel de l'inflation immobilière, le Zillow Zori Rent Index et le Newton Rent Index ici du BLS, qui sont eux qui mesurent l'inflation immobilière en temps réel. Et vous voyez que historiquement, l'inflation officielle revient toujours au contact de l'inflation en temps réel, elle est beaucoup plus basse. Et l'inflation immobilière des nouveaux loyers, même avec un taux d'inflation maintenant négatif. Donc nous savons que cette composante va forcément baisser ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et nous savons qu'elle pèse 33% du CPI et 18% du PCE. Et donc c'est pourquoi moi je suis surtout très optimiste pour le CPI. Alors de manière générale, donc, le PCE est mis à jour le 30 août. Le PCE, en version nominale, est à 2,5, en version sous-jacente, est à 2,6. Le CPI est à 3,3, 3,2 en version sous-jacente, et il est à 2,9 en version nominale. Vous prenez l'inflation temps réel selon Trueflation, qui est basée sur la blockchain, cette technologie d'ailleurs qui utilise Bitcoin, eh bien, c'est l'effondrement, et en particulier au mois d'août. Trueflation est à 1,35, et à l'intérieur, vous prenez la composante immobilier est à 0. Vous imaginez donc que la composante immobilier temps réel est à 0 en termes d'inflation, alors que l'inflation immobilière officielle est à 5. Mais ce 0 du temps réel va arriver dans l'inflation officielle sur les 6 à 9 prochains mois. Donc là, il y a une certitude qu'un tiers du CPI va dropper. Bien sûr, il y a toutes les autres composantes qu'il faut regarder. Toutes les autres composantes sont au sud. Je vais vous en montrer certaines aussi, ici, à travers Trueflation. En particulier la composante transport et énergie qui est revenue à 1,95. La composante gasoil, elle est même à -9.
Et ce sont ici donc, et ça pèse, attends, je vais vous montrer ça correctement. Voilà, et c'est la composante transport, donc 15% du CPI. Dans le PCE, ça inclut dans biens durables et non durables, ce sont donc des 40% du PCE. Il y a aussi quelque chose qui est important à suivre, qui est le coût des frais médicaux, qui pèse 20% du PCE. 20% du PCE, donc c'est important. Et si vous regardez donc l'inflation temps réel selon Truflation pour les frais de santé, nous sommes remontés à 3,45 et là ça repart au sud, ça retombe déjà à 2,96. Donc ça aussi c'est bon signe, ça reprend la direction du sud. Alors ensuite vous avez tout ce qui est inflation des services qui est revenu sur des... Alors en moyenne c'est entre 0 et 2%. Vous savez que dans le PCE, vous avez 8% pour le taux d'inflation des assurances, et on sait que les assurances automobiles sont à 15 ou 20, c'est énorme, mais ce que nous avons aussi, c'est que les assurances automobiles suivent avec plusieurs mois de retard le taux d'inflation des nouveaux véhicules, des nouvelles voitures. Et lorsqu'on prend les chiffres officiels, et que vous regardez le taux d'inflation des nouvelles voitures, il est à moins 1%. Donc, nous savons aussi... Certes, le taux d'inflation des assurances ne va pas être négatif. Est-ce que vous avez déjà vu d'une année sur l'autre votre coût annuel d'assurance baisser? Non, ça ne baisse pas. Mais les taux d'inflation des assurances automobiles à 15-20%, ça va s'arrêter. On va revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. Et donc ça, mécaniquement, vous avez vu que ça pèse 8% du PCE. Ça va aider le PCE le PCE Core notamment, à prendre la direction du Sud. Et ensuite, vous avez toute l'inflation nominale qui est très liée au prix de l'énergie, au prix du pétrole. Le taux d'inflation du pétrole est en train de s'effondrer. Vous comparez le prix du pétrole cet été et cette rentrée à ce qu'il était l'année dernière, on est sur du moins 20, moins 30. Tout ça va venir aussi arriver dans le calcul de l'inflation nominale. Je vous montre ça. Vous prenez le prix du pétrole. Le prix du pétrole, nous sommes donc ici, jeudi 22 août, à 71 $. Où est-ce que nous étions l'été dernier, le 22 août? Nous étions ici à 80 $. Et regardez, en septembre, à 90. Et là, le prix du pétrole prend la direction du sud. Donc là, on a déjà un taux d'inflation de moins 15, moins 20. Tout ça va venir participer, d'autant plus qu'il faut noter que ce prix du pétrole est en baisse, alors que nous avons les quotas de production de l'OPEP, la prime de risque géopolitique, la situation au Proche-Orient. Alors bien sûr, ça, j'en parlais en début de vidéo, nous ne maîtrisons pas. Nous savons qu'à tout moment, si ça dégénère, cette fameuse épée de Damoclès géopolitique, le prix du pétrole va s'enflammer. Mais de toute façon, là, en tout cas, pour le calcul de l'inflation d'août, nous sommes presque à la fin du mois, eh bien, sa participation au calcul de l'inflation sera largement négative. Et vous prenez même dans Truflation le taux d'inflation. Vous avez ça dans la catégorie transport, le taux d'inflation du gasoil et tout type en fait d'alimentation en énergie pour les voitures, le taux d'inflation est de moins 9. Il est de moins 9. Et je vous rappelle que cela représente un poids important dans le CPI. Donc ça, ce sont des choses, des éléments qui permettent d'être optimistes pour l'inflation du mois d'août. Et donc pour ces dates, qui est très important de suivre. Donc moi, pour résumer, je suis très optimiste pour ce que nous allons avoir, alors surtout sur le CPI du 11 septembre, ça tombe bien parce que la Fed s'exprime le 18. Ici, bon, moyennement optimiste, ça va prendre un peu de temps, le PCE est toujours en retard de toute façon. Et puis donc, le rapport NFP, alors ça reste la principale incertitude, le rapport NFP, l'évolution donc ici du taux de chômage. Là-dessus, c'est très difficile d'avoir des indicateurs avancés. Alors si vous avez quand même des indicateurs avancés d'emploi, vous avez les chiffres hebdomadaires, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, les inscriptions continues au chômage aux États-Unis, mais qui ont plutôt repris en août la direction du sud. Donc, il y a quand même un espoir que le taux de chômage, lors de la mise à jour du prochain rapport NFP, ne continue pas son avancée. C'est vrai que lorsqu'on regarde le graphique, son avancée est un peu inquiétante. Donc ça c'est vraiment important. Et ça va décider de quoi? Eh bien, ça va décider de finalement, lorsqu'on essaie d'envisager les risques de décrochage pour le marché action ou le marché obligataire, eh bien, la géopolitique, oui,
Mais au final, pivot ou pas pivot, alors bien sûr, il y a le risque de non-pivot dont je parlais, mais ce n'est pas finalement le fait que le pivot ait lieu ou pas, s'il n'a pas lieu, d'accord, mais si le pivot a lieu, ce qui compte, c'est la raison du pivot et le cycle monétaire qui va suivre. J'entends par là que si la Fed pivote parce que vraiment le chômage s'envole, bon, ok, très bien, mais alors maintenant, autre chose, imaginons la Fed pivote pour la bonne raison. Le chômage reste stable, la désinflation se poursuit. La désinflation qui se poursuit, c'est complètement certain. Enfin, sauf d'ici là, envolée du prix du pétrole, explosion du prix du pétrole, situation qui dérape complètement sur le plan géopolitique, d'accord. Mais si on met de côté ce fait exceptionnel géopolitique, la désinflation semble acquise. Maintenant, derrière, pivoter, c'est bien, faire sa première baisse de taux, c'est bien, mais l'autre facteur qui va compter, c'est la série qui suit derrière, ce qu'on appelle le cycle monétaire. Y aura-t-il une succession de baisses de taux ? Et la remontée du marché actions ces dernières semaines parie sur ce scénario. Donc, ce qui peut aussi menacer les actions, c'est que nous ayons une baisse de taux unique et derrière une Fed qui attend encore d'autres données pour prendre ses autres décisions. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour raisonner sur la tendance de fin d'année du marché actions et du marché obligataire. Et maintenant, justement, nous allons passer une partie technique. S&P 500, alors analyse technique immédiate, où sommes-nous du S&P 500 ? Donc moi je vous en rappelle le principe. J'estime donc que le marché avait terminé sa vague 4 lors de la correction du début du mois. Il est donc potentiellement entré dans une vague 5. Attention à court terme, les indicateurs de sentiment montrent que le réservoir des acheteurs est rempli. Un marché comme le SP 500 après cette remontada verticale, et en particulier sur les stars de la tech et les GAFAM, peut tout à fait entrer en retracement. Voyons ensemble les supports qu'il ne faut pas casser pour entretenir cette tendance à la reprise du S&P 500. Alors, donc, oui, alors ça c'était le prix du pétrole. Donc le S&P 500, on est là. Alors voilà, moi ça je vous remontre. Alors déjà, en mensuel, vous n'avez pas, la clôture mensuelle approche, nous n'avons pas de divergence baissière. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La clôture mensuelle, c'est à la fin de la semaine, donc n'interprétons pas cette donnée trop vite, mais nous n'avons pas de situation de divergence. En données hebdomadaires, la divergence baissière ici de fin juin a donc été épurée. Nous sommes repartis, et donc moi vous savez que je vous propose ce décompte depuis un certain temps, ici, et donc nous aurions fermé une vague 4, nous serions dans cette vague 5. Alors cette vague 5, ça peut être un mouvement sur lequel on se projette, encore une fois, ni pour ce lundi, ni pour la semaine. Vous êtes face à un graphique hebdomadaire, donc ne tenez pas compte de ce que vous voyez maintenant sur la séance. On se projette, allez, ça c'est pour se projeter jusqu'à Noël, premier trimestre 2025. Cette fameuse vague 5 pourrait avoir une cible théorique autour des 6000 points. J'aurai l'occasion d'affiner ça. Alors, nous sommes donc, nous aurions fait peut-être la première étape de cette vague 5, n'oubliez pas, une vague 5 impulsive se décompose en 5 sous-vagues. Que faut-il pour préserver donc la tendance ? Eh bien, il faut éviter de casser des supports. Et moi, je pense que la tendance haussière garde le dessus, reste le facteur technique dominant, tant que le S&P 500 se maintient au-dessus ici des 5443 points, de ce couple moyenne mobile à 50 jours, 5443 points. Et donc, vous pouvez y ajouter les enseignements du système Ishimoku. Voilà, vous avez maintenant une SSB qui passe à peu près au même niveau, voilà. Il y a des éléments comme ça de soutien. Alors c'est vrai que moi, j'avais, lorsqu'il y a eu ce drop ici, vraiment pensé que le marché referait quelque chose de similaire à octobre. J'ai vraiment pensé qu'il manquait 2-3 séances de drop, qu'on aille chatouiller par ici et repartir. Le marché ne l'a pas fait. Certains pensent que le marché peut encore le faire. Okay. Bon. Très bien. Nous verrons bien. Parce que l'idée, il y a deux options en fait. Soit nous n'avons pas fini la 3, et nous serions encore dans la 4 de la 3, en mode A, B, C, et on repart pour une vraie 5. Soit vraiment ici, on a fini la 4, donc la grande 4, alors qui est un peu courte, mais en même temps, il y a eu tellement de vols que ça peut correspondre. Nous serions déjà dans la vague 5, et nous aurions fait la 1 de la 5, peut-être maintenant une 2, une 3, une 4, une 5. Vous voyez, ce sont quand même encore les deux options qui sont sur la table. Je vais privilégier l'option d'une vague 5 déjà engagée, tant qu'on se maintient au-dessus. Attention à court terme, le réservoir des acheteurs est archi rempli, et en général, cela se traduit par une prise de profit à court terme.
Alors l'analyse quantitative ne donne pas encore d'alerte. Nous ne sommes pas encore en zone extrême en ce qui concerne le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Nous ne sommes pas en zone extrême en ce qui concerne le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et nous ne sommes pas encore, mais ça monte, en zone extrême au-dessus en ce qui concerne le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Mais ça, il faut surveiller de manière attentive. Indice européen, analyse technique. Alors, pour les indices européens, les supports moyen terme avaient tenu. C'est quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous utilisez donc le benchmark, qui est le contrat futur Eurostock 50, donc au-dessus de ce niveau. Pas de stress, c'est bullish pour viser ça. C'est 6 prochains mois. En données hebdomadaires sur le contrat futur Eurostock 50, le marché avait donc tenu cette trendline, qui peut être considérée comme la fin d'une vague 4. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, il y avait une conjonction de facteurs. Et c'était aussi donc ce niveau technique, voilà. C'était ce record de 2007. Il y avait quand même donc beaucoup de choses ici qui permettaient d'envisager que ça redémarre. Nous serions aussi, donc comme le S&P 500, puisqu'il y a quand même une convergence, dans cette fameuse vague 5. Si c'est le cas, nous aurions fait ici peut-être la 1 de la 5, il peut y avoir une 2, les vagues 2 retracent toujours de manière assez ample. Donc attention, à un moment ou un autre, le marché va retracer ça, d'accord ? Il peut par exemple retest la moyenne mobile à 200 jours. Et s'il revenait tester la moyenne mobile à 200 jours, ici ce serait une opportunité. Et vous pouvez suivre l'Eurostock 50 pour affiner votre point de vue sur le DAX et sur le CAC 40. Le DAX et le CAC 40, donc le DAX c'est pareil en termes de vagues, mais vraiment c'est l'Eurostock 50 qui permet de suivre tout ça. Le SMI, c'est intéressant le SMI de voir qu'il a parfaitement bien réagi sur la SMA 200, la moyenne mobile simple à 200 jours. Moi c'est ça que j'aurais souhaité avoir sur le S&P 500. J'aurais souhaité avoir cette touchette, mais ça n'a pas été le cas. Bon, c'est parce que la reprise de certains GAFAM fait qu'il y a cette distorsion, c'est reparti plus vite que prévu. Mais le SP500, la cible c'est toujours le SMI, d'aller chercher les 12 600. C'est une grosse résistance. Attention, au premier test, pas sûr que ça passe. C'est vraiment une grosse résistance ici sur le SMI. Obligations US et européennes, analyse technique. Donc ça, vous connaissez mon point de vue. J'estimais depuis plusieurs mois, et j'ai vraiment beaucoup insisté dans cette émission Top Gun, pour que chacun puisse arbitrer une partie de ses actifs financiers en défaveur des obligations ou en défaveur d'une autre, mais en faveur des obligations, en tout cas augmenter la pondération des obligations portefeuille. Ça y est, elles ont démarré. Nous sommes vraiment dans la première étape du démarrage haussier. Enfin, la première étape, c'était la stabilisation. Il y a eu la première poussée, un petit retracement. Donc voilà, là on entre dans quelque chose qui peut être plus sérieux. Je pense que moi, sur les obligations, que ce soit européennes ou US, tous les retracements s'achètent. Et désormais, ce sont des marchés, je parle là du prix des obligations, qui sont en tendance haussière, tant que le prix se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors qu'est-ce que nous allons regarder ? Nous allons regarder pour les obligations le 10 ans et le 20 ans US et le Bund allemand, ce qui donnera donc... alors voilà, hein, pour le TLT, l'obligation US à 20 ans, donc alors le graphique long terme, ça je vous ai déjà montré, hein, où est-ce qu'on en est vraiment. C'est pour ça que j'estime que moi vraiment, c'est le point de départ d'un truc qui sera vraiment bullish ces prochains mois. Donc là j'ai vraiment très confiance. Notez que en weekly, ici sur le TLT, si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, on a dépassé le nuage qui fait support, il n'y a plus qu'à la lightning span au-dessus de ça. Maintenant c'est bullish, et ça on a mis du temps à le dépasser, et c'est bullish au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est pareil pour l'obligation US à 10 ans. Si jamais ça devait retracer vers là, ce serait vraiment une opportunité. Vous prenez le Bund allemand, c'est la même chose. Et d'ailleurs le Bund est en train de nous proposer un Golden Cross, c'est-à-dire la moyenne mobile simple à 50 jours qui croise au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours, les deux moyennes mobiles ayant toutes deux une pente haussière. Après, vous avez des ETF pour représenter ça de manière globale, et vous avez notamment l'ETF Vanguard du marché US obligataire global, où on peut prendre la maturité du 7-10 ans, voilà, partout c'est pareil, et là il y avait eu un Golden Cross carrément depuis le début d'année. Donc voilà, moi j'estime que tous les retracements sur le marché obligataire sont des opportunités d'achat, et que le potentiel bullish reste vraiment important pour ces prochains mois, et qu'il faut garder le cap sur les obligations. Plus que jamais, attention donc à l'épée de Damoclès géopolitique, ça c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas.
Et puis, chers amis, si tout ce que je viens de vous dire vous a plu, ou en tout cas que vous ayez passé au moins un bon moment, merci pour un petit like. Si certains s'abonnent, là, je ne peux que vous dire merci, et vous souhaiter une bonne semaine, et merci de m'avoir écouté. Salut.